Attention, l'abus de manga est bon pour l'imagination. À consommer sans modération pour votre santé mentale, lisez au moins 5 mangas par jour. Une lecture vous engage et doit être terminée. Vérifiez vos capacités de lecture avant de vous engager.
Et bonjour et bienvenue sur la matinale manga. La matinale manga, c'est le stream où on discute de manière complètement détendue de manga et d'animation japonaise en France. On fait un point un peu sur l'actu de la semaine qui s'est écoulée, les annonces qui ont pu être faites par les éditeurs, les articles qui ont pu être publiés dans la presse, etc. On fait un petit débrief et on essaye de donner un peu de relief à tout ça, un peu de contexte. Voilà, alors très honnêtement, on est sur une semaine assez calme, à mon avis. On n'a pas tant d'articles polémiques, mais par contre, on a quand même quelques belles annonces qui se profilent, ou qui viennent de tomber d'ailleurs, quelques sorties sympathiques aussi. Du coup, on va plutôt se concentrer, cette semaine, on va plutôt se concentrer sur des livres en particulier, sur des séries. On va peut-être faire un petit peu moins de politique que les dernières semaines, mais on va quand même pouvoir parler de 2-3 trucs intéressants, puisque nous parlerons entre autres, alors laissez-moi reprendre mon programme, nous allons parler entre autres des sorties par exemple de Yakuza Zen chez Vega, de Yakuza Zen. Également, toujours chez Vega, nous parlerons de la sortie du 3e tome des Combats Invisibles, un webtoon qui me tient à cœur, puisque il entend lutter à sa modeste échelle, on va dire, contre le phénomène du harcèlement à l'école, un sujet extrêmement important. Nous parlerons de la venue en France du mangaka de Kingdom of Quartz, Bomat, voilà, qui sera donc en France très prochainement. Nous parlerons également de collaboration, voilà, de collaboration au sein de licences, puisqu'il y a 2 choses intéressantes que j'ai vu passer sur mes différents fils d'actu. Premièrement, ça vous l'avez peut-être vu parce qu'il y a une super vidéo qui circule sur la collaboration entre Lego et Pokémon, voilà, qui est une collaboration que je pense de nombreux fans des 2 licences d'ailleurs attendaient depuis longtemps, en particulier dans la mesure où là on ne parle pas de jouets Lego, mais vraiment on parle des Lego, là, ce qu'on appelle désormais les Lego 18+, donc vraiment les Lego à collectionner, les grosses pièces, des sets assez chers, mais assez quali. Bref, on en reparlera tout à l'heure, puisque c'est une première série qui sort, qui est assez complète. Autre collaboration de même nature, enfin, vraiment de même nature, mais de forme complètement différente, pour le coup. Il s'agit de la collaboration entre Naruto et le jeu de cartes Défi Nature. Voilà, que, a priori, vous ne connaissez que si vous êtes un pas, ou quoi, vous pouvez connaître peut-être quand vous étiez enfant, je sais pas à quel point c'est vieux Défi Nature, moi je suis trop vieux pour avoir connu, mais peut-être que vous connaissez. En tout cas, Défi Nature qui sort une boîte estampillée Naruto. Très curieux d'en parler après. Nous parlerons également des premières annonces qui tombent autour du coup du festival interconnecté Girl X Code qui se met en place en France doucement, parce que voilà, là c'est cette semaine, hein, plus ou moins, ou la semaine prochaine, voilà. Donc nous en parlerons. C'est, vous savez, l'alternative cette année au festival d'Angoulême. Et il y a énormément d'événements qui se sont organisés au travers du monde. Donc nous parlerons de tout ça. Voilà, tout doucement. Donc on va commencer calmement, hein, comme d'habitude. On ne rentre pas dans le vif du sujet. J'en profite un peu pour vous débriefer aussi ma propre semaine. Alors je sais plus à quel point j'en ai parlé dernièrement ou pas, mais moi il se trouve que en ce moment je travaille mon japonais. Voilà, je travaille mon japonais tout simplement parce que j'ai comme objectif, de passer. Alors il faut savoir que la langue japonaise, comme l'anglais avec le TOEIC, a son propre examen qui permet d'estimer votre niveau de maîtrise de la langue. Il s'agit du JLPT, le Japanese Language Proficiency Test, ou en japonais Nihongo no Ryoku Jiken, pardon.
Et donc j'ai passé le N4 il y a maintenant 2-3 ans, je sais plus exactement, je dirais 3 ans peut-être. Et donc là, moi, mon objectif, donc j'ai passé le N4, puisqu'en fait, il y a 5 niveaux, et ça commence du plus bas, c'est le N5, puis N4, N3, N2 et N1, le N1 étant le niveau qui indique que vous êtes parfaitement bilingue. Eh bien, j'ai passé mon N4 il y a effectivement 2-3 ans, et l'objectif, là, ce serait de enfin passer mon N3. Donc, j'y travaille assez sérieusement, et ça prend pas mal de temps. Donc voilà, ça c'est une des choses qui m'occupe pas mal ces dernières semaines, en particulier le travail sur les kanji, parce que c'est probablement le travail le plus enfin complexe. C'est pas le plus complexe en termes de compréhension, mais c'est le plus rébarbatif en fait, puisque là il s'agit de faire bêtement de la révision du bête par cœur. Donc voilà. À côté de ça, j'ai enfin pu monter la vidéo d'1 minute pour un manga et donc la mettre en ligne. Vous avez donc pu peut-être voir passer sur les réseaux et sur la chaîne YouTube la vidéo consacrée au fantastique manga de Moto Hagio, Le Clan des Pots. Nous reparlerons aujourd'hui de cette formidable autrice, puisque nous parlerons du Cœur de Thomas, qui avait été annoncé chez Akata, et qui nous montre les premières pages voilà, du livre. Donc là, on est plutôt content. Vous verrez, voilà. Et cette semaine, je vous ai préparé, il faut que je finisse le montage, mais l'enregistrement est fait. Je vous ai préparé un épisode consacré à Petit Requin. Je sais pas si je l'ai pas loin. Non, ils sont pas là. J'ai rangé mes petits requins. Écoutez, j'ai peut-être rangé mes petits requins, mais en tout cas, j'ai prévu un épisode sur Petit Requin de Penguin Box, un auteur publié dans la collection du Renard Doré. Collection très chouette, voilà, publiée par l'école des loisirs. Donc du coup, évidemment, un catalogue qui est assurément qui est garanti safe pour les enfants. Donc les parents peuvent acheter les mangas, j'ai envie de dire quasiment les yeux fermés, mais s'ils ont des doutes, eh bien voilà, une petite vidéo qui pourra les rassurer. Voilà, je n'ai toujours pas, je l'avoue, avancé sur ma vidéo de moi j'aime pas les mangas. J'ai toujours pas avancé sur mon épisode de Moi j'aime pas les mangas. Il est déjà monté à 90%. Il me reste juste quelques plans à retourner, mais j'arrive pas encore à trouver la forme qui me convient. Voilà, il faut que j'arrive à me débloquer là-dessus. Je pense qu'une fois que ça se sera fait, ça ira mieux et je pourrai avancer sur d'autres sujets, d'autant que j'ai d'autres projets. J'essaye de monter un projet de podcast vidéo, mais c'est pas encore acté ça. On verra si ça se passe. Et j'ai également un autre projet qui m'est apparu depuis. J'aimerais bien faire un podcast consacré un peu à l'histoire du manga. Voilà, où je reviendrai sur différents... chaque épisode serait consacré à chaque série serait consacrée à un pan de l'histoire du manga. Et du coup, ça serait une série qui s'organiserait en épisodes à chaque fois. Donc, par exemple... la première série pourrait être consacrée à la pré-publication de manga en France, puisqu'au final, on a quand même eu pas mal de magazines en France, y compris si on intègre les expériences les plus lointaines, et je suis en train de me rappeler à l'instant que dans la liste que j'ai faite, il en manque un, et donc du coup, il faut que je le rajoute. Du coup, où est-ce que... Voilà, c'est celui-là. Hop. Donc voilà, un projet de podcast sur l'histoire du manga et qui pourrait commencer, pourquoi pas, effectivement, sur le premier volet. Déjà, ce serait sur la pré-publication. L'idée étant, à chaque fois, dans chaque épisode, de faire un entretien avec une personne, si possible une personne impliquée directement dans le projet, voire à l'initiative du projet, ce qui est faisable sur certains des magazines. Pour certains autres qui sont quand même assez vieux et pour lesquels probablement les personnes sont sorties du circuit, ce sera un peu plus compliqué. Donc en fonction de ça, peut-être que ce sera plutôt une interview d'un journaliste
qui pourrait refaire de la remise en contexte. Mais en tout cas, voilà, l'idée, ça serait de revenir un peu sur tous ces pans, parce que je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, sinon, on va perdre tout simplement ces morceaux de l'histoire du manga. Et à mon avis, ça c'est dommage. Ça serait vraiment dommage de perdre ces pans de l'histoire du manga, et donc l'idée un peu serait de tout simplement faire une rétrospective. Voilà. Donc voilà, c'est un projet à nouveau là qui me paraît assez ambitieux. Donc du coup, il va falloir que je trouve une manière un peu maligne de la faire si je veux pas effectivement, comme beaucoup de projets que je peux avoir, rester bloqué pendant des années parce que juste je ne sais pas comment le réaliser. Bref, sur ces entrefaits, on va commencer doucement à rentrer dans le cœur du sujet. C'est parti pour la matinale manga, et on va donc commencer avec, comme je vous l'avais dit, attendez, bim, voilà, on va préparer les choses correctement. On va donc commencer par parler de Pokémon et de Lego, une collaboration qui, je l'avoue, moi, me met plutôt en joie. En tout cas sur le principe. In a world of taxes, instead of gym badges, one trainer is about to remember who he really is. It is official. Our reports confirm that Lego Pokemon creatures are finally here and have started appearing around the world. Eevee? More on this as the story develops. Charizard? Please stay tuned. Blastoise? Venusaur? Pikachu? No way. Your time has come, and Destiny doesn't care about lower back pain. Welcome to the LEGO Pokemon world. Join the scavenger hunt at lego.com. Alors, c'est une vidéo qui, à mon sens, est vraiment intéressante est vraiment intéressante à plein d'égards. On va donc, alors pas se la re-regarder, mais je vais la remettre, je vais la remettre en petit, alors ouais, sur quelle image je vais m'arrêter, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à raconter. Je pense que peut-être la plus caractéristique, c'est peut-être celle-là. Parce qu'au final, attendez, je vais mieux me placer. Ouais, c'est ça ici, c'est mieux. Ouais, voilà. Parce qu'au final, cette vidéo est extrêmement intéressante parce que Lego, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, Lego, c'est d'abord une marque de jouets pour enfants. Or, cette publicité est entièrement tournée vers les adultes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que c'est une pub qui inclut les adultes dedans, c'est une pub qui n'est exclusivement destinée qu'aux adultes. Les enfants n'ont a priori aucune accroche dans cette publicité. On voit aucun enfant, on voit aucun moyen de jouer ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on voit, c'est des adultes qui s'ennuient dans leur vie d'adulte vraiment chiante et qui finalement vont pouvoir sortir de leur train-train quotidien pour retrouver justement leur âme d'enfant. Et bonjour à toi Loa, qui vont retrouver leur âme d'enfant justement en collectionnant les Lego Pokémon. Et ça, c'est assez intéressant, et en plus, je trouve que ça fait écho avec une campagne de pub japonaise qui est sortie, je sais plus, il y a quelques années déjà, pour un jeu vidéo Dragon Ball Z, je ne me souviens plus lequel, pour être très franc, mais qui fonctionnait sur exactement le même ressort, à savoir des adultes pris dans leur vie d'adulte et qui retrouvent au travers donc du jeu vidéo là, mais c'est exactement pareil avec ces Lego Pokémon, ils retrouvent justement leur âme d'enfant, ils retrouvent les sensations qu'ils avaient à l'époque quand ils jouaient à Pokémon. Donc là on voit effectivement
un peu plus loin dans la pub, on voit justement, hop là, voilà, ce comptable, je ne sais pas, en tout cas ce cadre d'une entreprise, en tout cas un type qui a un bureau méchant, voilà, qui ressort sa casquette, sa veste, tous ses badges, là, il remet sa tenue de dresseur. Au passage, évidemment, on a du cosplay, mais on a surtout l'adulte qui se déguise comme se déguisaient les enfants. Il retrouve vraiment les sensations qu'il avait quand il était un dresseur de Pokémon quand il était enfant, de la même façon que dans cette pub sur sur le jeu Dragon Ball Z. Je sais plus si c'est Kakarot, c'est peut-être pour la sortie de Dragon Ball Z Kakarot, mais vous m'entendez pas si je parle par-dessus la pub, mais normalement là il n'y a plus de pub là. Normalement ah ok, la vidéo le son continuait. C'est bizarre, je pensais avoir coupé le son de la vidéo du bureau, mais ok. Merci pour l'info, Loa. Pourquoi est-ce qu'il ressort? Ah, il ressort à cause de ça, autant pour moi. Yes. Ok, je me suis fait avoir. Voilà. Bah du coup, en plus, vous deviez avoir un écho trop chelou. Bon. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que de la même façon que dans la pub sur Dragon Ball Z Kakarot, on a cet employé de bureau qui se souvient des moments où il était devant la télé en train de regarder l'épisode de Dragon Ball Z qui était diffusé, un autre qui se souvient de quand il était enfant dans sa salle de bain en train d'utiliser de l'eau pour se dresser les cheveux sur la tête et en train de faire des kaméas devant le miroir. On a à nouveau exactement, et c'est plutôt malin parce que c'est une campagne de pub qui avait tourné sur les réseaux, qui avait vraiment bien marché. Je crois même que j'en avais parlé dans un stream, donc ça doit remonter quand même à quelques temps. Et là, à nouveau, je trouve que cette pub Pokémon, elle est très maligne, elle est bien construite, parce que elle va vraiment... On sait aujourd'hui, on est en ce moment dans une période où la nostalgie marche à fond. On le voit bien avec le retour de chanteurs qu'on avait oubliés, avec les remakes incessants de films ou de séries télé, parce que les producteurs justement préfèrent capitaliser sur le capital nostalgie induit par la nostalgie plutôt que de se lancer sur des projets originaux. C'est un des problèmes qu'on a actuellement. On le voit avec évidemment aussi tous les remakes de vieux jeux. Et effectivement, Pokémon, ça fait probablement... Enfin, je sais pas, tu parles de Pokémon ou de DBZ quand tu dis ça fait 10 ans qu'ils abusent de la nostalgie. Mais globalement, de toute façon, je pense que dans le monde, là, en ce moment... Oui, alors peut-être tu parles d'ailleurs de manière globale. Oui, voilà, bah du coup, on est d'accord. Ça fait bien 10 ans, au moins, effectivement, qu'on est rentré dans un phénomène où on peut évidemment parler de Stranger Things, hein, qui fonctionne à fond sur la nostalgie des années 80. Voilà. Donc oui, on est bien d'accord. Ça fait 10 ans que globalement, on abuse de la nostalgie. C'est assez, en plus, souvent, c'est fait de manière grossière. Pour la pub Lego, j'irai pas jusqu'à dire que c'est fait de manière subtile, parce que non, faut quand même pas exagérer. Là, je veux dire, c'est fait avec des gros sabots, mais c'est fait de manière maligne, je trouve. Je trouve que c'est fait plutôt de manière maligne. Et puis surtout, le fait est que aussi bien Lego que Pokémon, de toute façon, ce sont des licences ultra populaires. Au moins Stranger Things, c'est bien géré, je trouve, comparé à Ready Player One. Ah oui, je suis complètement d'accord. Ready Player One, moi j'ai trouvé ça indigent au possible. Je trouve que le livre, le livre, je l'ai pas lu. Je trouve que le film est mal construit, que les clins d'œil, effectivement, sont grossiers. Et en plus, je trouve que pour reprendre un argument qu'utilisait, si je dis pas de bêtises, Karim Debache dans ses vidéos à l'époque quand il faisait comment ça s'appelle déjà sa série de vidéos sur les films issus du jeu vidéo ou qui parlent du jeu vidéo. C'était avant Chroma, mais j'ai oublié. Non, justement, avant Chroma. Vraiment, quand il parle purement de jeux vidéo, c'est les vidéos qu'il faisait sur jeuxvideo.com, à peu près au même moment où Usul faisait du 3615. Bon, bref. En tout cas, grosso modo, on sent que c'est un film qui parle de jeux vidéo pour de mauvaises raisons. C'est pas des gens qui aiment le jeu vidéo. La preuve, c'est que... alors après, c'est peut-être parce que le livre est construit comme ça, et dans ce cas-là, je reporte le reproche que je viens de faire au film, je le reporte sur le roman, mais... Je suis désolé, à partir du moment où
le moyen de choper l'easter egg, ça consiste dans un jeu vidéo à faire marche arrière sur un circuit et que ça fait des années qu'aucun joueur ne l'a jamais fait, bon en fait il y a personne qui aime le jeu vidéo qui a bossé sur ce projet, parce que sinon jamais ce ressort scénaristique n'est fait, parce que c'est quasiment le réflexe instinctif de n'importe quel joueur de jeu vidéo de commencer par se dire ah je suis censé aller à droite, bah attends qu'est-ce qui se passe à gauche. Évidemment, je dis pas que le premier joueur qui monte sur ce fameux MMO dans le film est censé le faire, mais on me fera pas croire qu'en 10 ans personne n'a essayé. Donc ça c'est pas possible, et ça c'est le moindre des reproches que je peux faire à ce film. Ensuite il est blindé de trucs comme ça, et en plus de ça, comme je le disais, tous les clins d'œil qui sont faits, ils sont faits de manière hasardeuse, foireuse et avec des gros sabots. Je suis d'accord avec toi, au moins dans Stranger Things c'est bien géré, parce que c'est moins tartiné dans la tronche. C'est en tout cas au début c'est plutôt fait effectivement en mode juste on va faire une sorte de Les Goonies en version horreur, et c'est plutôt malin. Pour en revenir à Lego Pokémon, donc voilà la pub, ça c'était déjà histoire de se remettre dans le bain, pub que je trouve franchement bien faite, mais donc ensuite regardons un peu de quoi on parle. De quoi parle-t-on ? Eh bien on parle, allez on va passer comme ça, après tout, voilà, bim. On parle donc de nouveaux Lego qui sortent donc cette année. Vous voyez, on a 3 sets a priori. On a donc un set Evoli qui sort pour 60€, on a 587 pièces. On a un Pikachu et sa Pokéball qui sort quand même mine de rien à 200€. Et on a ensuite carrément le set qui est absolument délirant à mon sens, où on a les 3 Pokémon du starter, en version finale, enfin en évolution finale, pour la modique somme de 650€. Alors voilà, et si vous précommandez vos Lego en avant-première, vous aurez la collection des badges. Oui bon, voilà. Alors ils sont globalement pas mal, ça c'est pas la question, enfin, ça dépend lesquels, parce que comme pas mal de gens sur internet, je trouve que le Pikachu il a une sale tronche. Mais en dehors de ça, les Lego me semblent plutôt réussis. Non, vraiment, Pikachu, par contre, il a une tête, c'est pas possible. Le Evoli est plutôt mignon, mais effectivement, je trouve ça plutôt malin. Ça correspond au développement en ce moment de la marque Lego, qui multiplie vraiment les sorties de produits qui ne s'adressent pas directement aux enfants, et c'est plutôt malin parce qu'en faisant ces Lego pour adultes, du coup ils touchent un public d'adultes qui n'irait pas acheter des Lego pour enfants, mais en même temps comme ça reste des Lego, les enfants potentiellement s'y intéressent, je le sais bien puisque j'ai un enfant qui va avoir 11 ans et qui justement commence à dire que lui ce qu'il aime c'est les Lego 18+. Donc voilà. Donc assurément leur choix marketing est efficace, et donc bien joué à eux. Et comme ça m'énerve, je vais quand même aller vérifier, parce que donc on parlait de Karim de... Ah, attendez, ça me revient. Crossed, voilà, au moment où j'allais le chercher. La série de vidéos qu'il faisait s'appelle Crossed. C-R-O-2-S-E-D. Donc voilà, des Lego Pokémon, c'était pas possible de pas en parler sur ce stream. Je ne sais pas si ça vous hype ou pas. Je suis assez curieux de savoir, en vrai. Moi, j'avoue que sur le principe, ça me hype. Ensuite, les prix, clairement, me refroidissent. On va pas se mentir. J'ai pas du tout prévu, j'ai pas l'intention ni de m'offrir des Lego à ce prix-là, ni même de me les faire offrir. C'est beaucoup trop cher. Mais je trouve le concept assez cool. Tout comme j'avais déjà parlé de la série de Playmobil Naruto et des Lego One Piece. Donc voilà, il y a une certaine cohérence, mais je trouve ça cool. Autre produit dérivé que je trouve assez sympa, en vrai, même si là aussi je n'ai pas l'intention de me les acheter, même si c'est pas un problème de tarif là, très beau, hormis Pikachu, comme d'hab, mais pas le budget perso. On est d'accord, non mais le budget il est délirant. Le plus beau évidemment c'est le set à 650€ avec les 3 Pokémon starter en version évolution finale, mais 650€, c'est délirant, en fait c'est le prix d'une statuette Tsume. À ce prix-là, pour le coup, je préfère effectivement avoir une statuette en résine collector, quoi. En fait, vraiment, moi j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre 650€ dans des Lego.
Enfin, d'un seul coup, je peux comprendre comment, si on fait du Lego régulièrement, au bout d'un moment, on a dépensé 650 €. Même déjà là, ça commence à faire une sacrée somme, je trouve, pour des Lego. Mais 650 € d'un seul coup pour un set de Lego, pour décorer son salon, personnellement, je trouve que à un moment donné, voilà. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, hein, c'est pas la question. Hein. Mais effectivement, moi, ça m'interpelle un peu. Ce prix au garage, je les paye en 3-4 fois. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Hein. Non, mais il y a la plupart des gens, de toute façon, la plupart des gens ne peuvent pas s'acheter des Lego à 650 balles de Lego comme ça, quoi. C'est clairement un produit qui s'adresse à une clientèle CSP+, mais bon. Effectivement, il y en a. Puis il y a aussi énormément de gens qui consacrent une part très très importante, pour pas dire totale, enfin qui concentrent leur budget loisir sur une seule source. Ça peut être les statues en résine, ça peut être les Lego, ça peut être les cartes Magic ou les cartes Pokémon, mais entre guillemets, ils font que ça. Et voilà, bon. Et c'est vrai qu'au final, c'est pas plus bête de foutre 650 € dans des Lego que de mettre ça dans des cartes Magic, évidemment. Mais c'est vrai que ça m'interpelle un peu. Bon, voilà. C'est juste que je suis pas réceptif. Donc, autre licence dont je voulais vous parler, parce que ça aussi, je trouve ça assez surprenant, ne serait-ce que parce que ça correspond pas tant que ça, en fait aux autres sorties de la licence à la base. Eh bien, c'est la collection entre Définature et Naruto. Je dois bien vous avouer que s'il y a une collaboration que j'avais pas vu venir, qui était vraiment pas dans mon bingo, c'est celle-là. Honnêtement. Donc Définature, c'est un jeu de cartes qui s'adresse aux enfants, hein, principalement, ou aux familles, du coup, parce que le jeu est hyper facile à aborder. C'est une sorte de bataille avec des cartes, sauf que on se focalise. Alors attendez, je crois qu'il l'explique là, bim. Jeu de cartes de défi, non, là ils le disent pas. Un booster offert. Ah oui, parce que du coup, ceux-là en plus maintenant fonctionnent avec des. Ah, maintenant ils font des boosters, ils sont malins. Vous voyez, si vous regardez, là, vous avez Tempête de sable mélangée puis redistribuer les 3 premières cartes. Ah oui, ok, ils ont fait évoluer le type du jeu. Moi, mon fils en a certaines avec des dinosaures. Ouais, je crois qu'il a que des dinosaures d'ailleurs. Et l'idée en fait, c'est de comparer les cartes entre, si on décide de se battre sur la taille, hop, on sort chacun une carte. Et celui qui a le dinosaure le plus gros, c'est lui qui a gagné. Si on décide de se combattre, de comparer une époque, ça va être celui qui se rapproche plus de l'époque déterminée qui a gagné. Et du coup, moi je trouve le jeu de cartes Définature plutôt marrant parce qu'il permet d'apprendre en s'amusant, entre guillemets. Mais là, on est sur Naruto. Donc ça, c'est plutôt marrant. Le tigre de Sibérie, 300 kilos. Bah voilà. Mon ours polaire pèse 510 kilos. Oui, mais j'ai une espèce très menacée. Je renverse la bataille et je gagne. L'albatros d'Amsterdam. Prêt à relever le défi? Avec les jeux Définature de BioViva. Des jeux fabriqués en France. Je te défie avec le tigre de Sibérie, 300 kilos. Ah bah, faut arrêter de tourner en boucle là. Mon ours polaire pèse 510 kilos. Oui, mais j'ai une espèce... Alors. Ouais, donc voilà, donc Définature, vous voyez, voilà, c'est la vidéo, c'est exactement ça que je cherchais, vous voyez, donc je te défie avec mon tigre de 300 kilos, bim, moi j'ai mon ours de 500 kilos, ah oui, mais moi mon espèce est menacée, donc bim, finalement je retourne le jeu, donc c'est plutôt marrant. Donc là je suis curieux de voir comment ça va tourner avec Naruto, puisque vous voyez là sur les cartes de Naruto, à la place on a mis des informations comme la force, les sauts, quoi que ça veuille dire, la vitesse ou l'intelligence, et donc ça va être pareil, et ça permet de sortir les différents personnages. Grosso modo, on est sur une sorte de jeu de cartes à collectionner, mais simplifié pour les enfants. Bon, l'avantage c'est que le jeu, vous voyez, coûte 11 €. Ça permet de faire effectivement un cadeau facile à vos neveux et nièces, effectivement, sans trop vous prendre la tête. Mais du coup, ce que ça montre aussi, surtout, c'est que la licence Naruto reste encore extrêmement populaire, alors que Naruto... bougez pas, parce que Naruto, ça s'est arrêté en France en 2016. Ça fait 10 ans
ça fait 10 ans que Naruto est terminé en France. Ça fait 10 ans que Naruto est terminé en France. Et pourtant, il y a encore des produits dérivés, beaucoup de produits dérivés qui sortent autour de cette licence. Donc on a le défi nature Naruto, on a donc évidemment, on en a parlé ici en long, en large et en travers, et on en reparlera encore à l'occasion de la sortie, donc le développement de la zone Konoha-land au sein du parc Spirou, voilà, dans le sud de la France. Donc on a le développement du Konoha-land au parc Spirou, Konoha-land qui intégrera différents manèges, mais également un restaurant de ramen, qui vendra probablement des produits dérivés, je sais pas, des peluches, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, qui vendra, c'est sûr, des produits dérivés. Bref, le manga s'est arrêté il y a 10 ans, et pourtant, ça continue à cartonner. Alors certes, effectivement, comme tu le dis, Loar, c'est comme avec DB, ça a eu beaucoup de succès, et il y a des séries spin-off qui font que ça tombe pas dans l'oubli, mais néanmoins, là où justement Dragon Ball Z continue, enfin l'univers de Dragon Ball continue d'évoluer avec Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Daima, ou voilà, ou ce genre de choses, et bien justement, les produits dérivés qui sortent autour de ça, pour beaucoup, sont estampillés Dragon Ball Daima ou Dragon Ball Super. Là où, bien que Boruto, puis Boruto Next Generation, je crois que ça s'appelait, un truc comme ça, soit sorti, on continue encore à faire des produits dérivés Naruto et non pas Boruto. C'est la zone Konoha-land qui sort, elle va être tournée autour des personnages de Naruto. D'ailleurs, on avait vu, il y a 2 ou 3 streams de cela, on avait vu les photos des statues qui vont décorer l'univers, les 3 statues des personnages qui vont décorer la zone Konoha-land, en tout cas celles qui ont été dévoilées pour l'instant, au parc Spirou, c'est Naruto, Sasuke et Sakura, donc l'équipe 7, en version enfant. Donc on est vraiment sur Naruto, on n'est pas du tout sur les versions adolescentes de Naruto Shippuden, enfin pire, ou carrément les versions adultes de Boruto. On reste vraiment sur Naruto. Et ça c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point la licence reste vraiment vivace en France, parce qu'en vrai, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'elle a sombré dans l'oubli, mais lorsque je suis allé au Japon au mois de février de l'année dernière, je n'ai pas souvenir d'avoir spécialement vu des choses autour de Naruto, alors que j'ai vu des choses autour de Dragon Ball. Effectivement, j'ai évidemment vu des choses autour de One Piece, parce que One Piece est la licence la plus populaire, que One Piece est encore en cours, que tout ça, mais effectivement, j'ai pas vu de trucs autour de Naruto, rien d'actu en tout cas. Alors qu'en France, j'ai l'impression que, mine de rien, la licence est encore bien maintenue vivante. Alors ça, c'est le travail de l'ayant droit, enfin en tout cas du détenteur de la licence en France. Donc ça, c'est Mediatoon Licensing. Et donc, ça veut dire qu'ils arrivent encore à signer des contrats. Ils y arrivent peut-être aussi parce que, justement, Kana continue de travailler aussi sur la vivacité de la licence, entre autres avec la sortie, donc jusqu'à il y a peu de temps, parce que je crois que maintenant elle est finie, ou alors elle est sur le point de finir, la publication de l'édition Hokage de Naruto. Mais quand même, on peut quand même admettre le fait que y a un travail, si ce n'est franco-français, parce que je pense que Naruto reste évidemment populaire à travers le monde, il y a quand même un travail qui fait qu'en France, la licence me semble particulièrement active. Alors après, je serais très ravi d'avoir des contre-avis si vous savez me dire que peut-être en Europe, en Espagne, il se passe telle ou telle chose autour, ou pas, mais j'ai quand même l'impression que la licence est particulièrement vivace chez nous. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler maintenant ? Ouais, on va parler de ça, parce que ça, je trouve ça cool. On va parler d'un manga qui va sortir chez Vega. C'est un manga que j'attends avec pas mal d'impatience. Et salut à toi, Steph, ça va ?
Un manga que j'attends avec impatience pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous allez le voir, le pitch est plutôt cool. Et également parce que du coup, eh bien, c'est un manga que j'espérais éditer chez Kotodama. Mais quand je l'ai demandé chez l'éditeur, eh bien, on m'a fait savoir que je pouvais pas l'avoir car il avait déjà été demandé. Je me demandais justement par qui, et j'ai ainsi découvert que j'ai plusieurs mois après que c'était Vega qui avait acquis le titre, et je suis content qu'il communique enfin dessus. Il s'agit du manga Yakuza Zen. Donc Yakuza Zen, effectivement, on y suit Kazunobu Harumoto, un simple sous-fifre d'un gang, effectivement, qui donc, suite à une attaque avec Mutsumi, la fille du chef du clan, il va devoir, pour la protéger, se cacher dans un temple zen. En fait, il va aller trouver la police. En fait, je reprends, pardon. On va suivre Kazunobu, qui est un voyou, qui se trouve avec Mutsumi, la fille du chef du clan pour lequel il travaille, le clan de Yakuza, lorsqu'ils sont attaqués. Donc ils sont les deux seuls à survivre et donc la police va débarquer et pour les protéger, la police va les cacher dans un temple zen, donc vieux de plus de 700 ans. Évidemment, il y a plein de très vieux temples zen au Japon. Et le twist de ce manga, c'est que bien que ce soit un temple zen, on va plus être dans le manga de Furio, en fait, le manga de voyou, plus que dans le manga calme, puisque justement, comme le dit le pitch écrit par Vega sur ce tweet, vous voyez, loin d'y trouver la paix, on découvre une discipline impitoyable et des entraînements surhumains. Ici, la paix intérieure se gagne dans la douleur, au point de presque regretter les Yakuza. Alors voilà... On a quelques images pour illustrer tout ça. Voilà, quand son clan de Yakuza est assassiné, Kazunobu est caché par la police dans un temple zen, où il va subir un entraînement intensif. Vous voyez, vraiment, on a les codes du manga de Furio, du manga de voyou, entre la pose du gars, la pose de bagarreur, et où, en général... Dans cette pose-là, le voyou tient soit un sabre en bois, soit une batte de baseball. Bon, là, il tient une espèce de baguette en bois, mais on sait quand même ce qui va se passer. Voilà, on voit que c'est très physique, il y a de la bagarre. Même la couverture, même la jaquette, enfin l'illustration de jaquette, montre bien les codes, enfin mixe bien les codes du manga de voyou et du zen, du coup, puisqu'on voit dans sa pose et dans sa tenue que le personnage est effectivement un apprenti moine zen, mais... entre son petit sourire un peu narquois et le sang qui sort de son nez, on voit bien qu'il s'est pris une droite, le pansement sur le front, il a dû se prendre un coup de boule ou un coup de batte dans la tête, etc. On a tous les codes du manga de Furio. C'est un manga qui, à ma connaissance, est encore en cours au Japon. Manga publié chez l'éditeur Shinshosha. Shinshosha, un éditeur middle, on va dire. Il fait pas partie des très gros éditeurs en France, mais enfin connu en France. Il fait pas partie des très gros éditeurs japonais, dans le sens où il a pas de très gros hits très connus en France. Mais néanmoins, c'est un éditeur qui sort des titres assez chouettes, très différents les uns des autres, puisque, pour vous donner un ordre d'idée, donc là on a Yakuza Zen, cette histoire de Yakuza qui se retrouve dans un temple zen, mais Shinshosha, c'est aussi l'éditeur chez Vega de Deep Sea Aquarium Magmel, donc rien à voir. Manga donc qui sort un peu plus tard dans l'année, je sais plus s'il y avait une date, oui, le 27 février. Je sais pas si ça vous chauffe ou pas, moi j'avoue que l'idée me plaît bien, en plus je trouve que la jaquette française est plutôt chouette, donc j'espère que ça va marcher pour eux. Je reste chez Vega pour vous parler d'un autre manga qui sort lui avant d'ailleurs, puisqu'il sort, la semaine prochaine en fait, tout simplement. Il sort la semaine prochaine, et donc il s'agit des combats invisibles. Donc là on va être sur le tome 3, si je dis pas de bêtises. Les combats invisibles, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois lors de la sortie du tome 1 et du tome 2, parce que les combats invisibles, c'est un webtoon qui traite du problème du harcèlement scolaire. C'est un webtoon qui était fait, je sais pas si c'est encore le cas ou pas, parce que là je le vois pas écrit sur le tweet, mais ça veut pas dire que c'est pas le cas. Initialement, c'est un webtoon qui est fait en collaboration avec l'association e-enfance. Voilà, association qui traite justement, qui s'occupe de lutter contre le harcèlement scolaire et en ligne. Et donc dans ce 3e tome, c'est un webtoon qui fera 4 tomes en tout, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien des infos de l'époque.
Et donc, dans celui-ci, on va y suivre Noah, voilà, qui va donc tomber amoureux et découvrir aussi donc tous les questionnements d'identité, de genre et d'orientation sexuelle. Le principe à la base de ce manga, c'était que chaque tome était en association avec un créateur de contenu ou une créatrice de contenu. Je vous avoue que là, sur ce tweet comme ça, isolé, je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas. Donc voilà, mais sachez en tout cas que c'est un projet extrêmement chouette. Alors voilà, on a quelques images. Vous voyez, donc c'est Machi qui est au dessin. Vraiment un manga vraiment très très chouette. L'idée étant à l'origine, à nouveau je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais l'idée étant à l'origine que le ou la créatrice de contenu associé au tome apparaît dans le tome, mais pas en tant que personnage principal. On n'est pas sur la BD des aventures de tel youtubeur ou de tel tiktoker ou de tel instagrammeur ou instagrammeuse. On est plutôt sur les aventures d'un personnage de fiction, mais par contre, dans les personnages qu'il ou elle fréquente, il y a justement ce ou cette créatrice de contenu. Voilà. L'idée étant, évidemment, que le ou la créatrice de contenu impliquée l'est aussi parce qu'elle est concernée par la question du harcèlement. Dans les précédents, on avait eu des créatrices de contenu qui avaient subi du harcèlement, ou la chanteuse Lou, qui n'avait pas subi du harcèlement directement, donc Lou qui avait chanté le générique de Ladybug, si je dis pas de bêtises, voilà, en français, qui n'avait pas subi du harcèlement en ligne après sa victoire de The Voice Kids, entre autres parce que ses parents l'avaient protégée et avaient géré les réseaux pour elle, mais sinon elle aurait pu le vivre. Par contre, effectivement, elle avait écrit une très belle chanson qui parlait du sujet. Bref, un projet que je trouve vraiment important. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler et que je vous invite à jeter un coup d'œil, parce que c'est aussi pour les plus âgés d'entre vous qui m'écoutez, c'est aussi un bon médium pour pouvoir parler de ce sujet avec les adolescents qu'il pourrait y avoir dans votre entourage, en fait, tout simplement, que ce soit vos enfants, vos neveux, les enfants de vos amis, quoi que ce soit. Bref, en tout cas, c'est un sujet qui est toujours difficile à aborder, et plus on a de moyens de le faire, plus on a de cartes en fait dans sa main pour pouvoir aborder le sujet, plus c'est simple, on va dire. En tout cas, moins c'est difficile, parce que simple, faut pas exagérer. Donc du coup, je pense que c'est intéressant que le plus de monde possible sache que cette option existe. Je fais une courte pause au milieu des news manga parce que je suis en train de regarder en même temps mes infos techniques, et j'ai l'impression, donc n'hésitez pas à me dire, en particulier Steph, puisque c'est toi qui avais signalé quand ça marchait pas, mais j'ai l'impression que aujourd'hui le flux est nickel et qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que la vidéo est fluide, qu'il y a a priori, j'espère, pas de décalage son-image, mais surtout, voilà, qu'il n'y a pas d'image qui saute, qu'il n'y a pas de saccade. En tout cas, moi, quand je regarde, j'ai une super réception, j'ai pas de paquet perdu, donc ça me paraît pas mal. Et du coup, ça voudrait dire que j'ai identifié... Ah, il y a un décalage. Alors ça, le décalage, il vient peut-être d'autre chose. Et ça, je peux peut-être le résoudre. Ah non, j'en avais pas mis. Ah bah là non, je l'ai pas. Bah ça, faudra que je regarde. Ok, un décalage, ça, je peux peut-être le traiter. Je sais pas encore comment le faire, mais ça, c'est juste, je pense qu'il faudrait que je rajoute justement un décalage entre le son et le micro. Et salut à toi, Shoji. Il faut juste que j'arrive à savoir de combien je lag pour mettre un décalage de quelques millisecondes entre le micro, ce qu'on appelle un décalage de synchronisation. Mais pour le coup, ok, c'est pas... je vais pas pouvoir régler ça aujourd'hui. Mais en tout cas, déjà, au moins, si vous me dites que la vidéo est fluide, qu'il n'y a pas d'image qui saute, que vous n'avez pas l'impression que je suis derrière un modem 56K, déjà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que j'ai trouvé d'où venait le souci, que du coup, en plus, c'était un souci tout bête, mais au moins, comme ça, c'est réglé. En tout cas,
je continue dans les annonces. Pour le coup, une annonce qui me fait très plaisir. Une annonce Blu-ray. J'en parle pas souvent, hein, je parle pas souvent de vidéos, mais là, j'avais besoin d'en parler parce que c'était important, hein, tout simplement. C'est Naban Édition. Donc rappelons-le, Naban, éditeur indépendant, mais qui, en plus de faire du manga, fait aussi un peu de vidéo. Et donc, après avoir sorti le film de Blackjack en Blu-ray, eh bien, ils annoncent effectivement sortir également les OAV de Blackjack, qui ont donc été réalisés par l'incroyable duo Osamu Dezaki et Akio Sugino, qui sont des grands noms, hein, de l'animation japonaise. Voilà. Et donc, on a un travail qui est plutôt bien fait. Alors, même si c'est sur du Blu-ray, on reste sur du Full HD. On n'est pas sur du Blu-ray 4K, mais peu importe. Voilà. On est sur un son japonais en stéréo et un français en 5.1. Voilà. Donc, on a le doublage qui est conservé. Voilà. Et on a même des bonus, donc apparemment la jaquette est réversible, il y a donc des OAV qui sont inédites, et comme elles sont inédites, elles ne sont disponibles qu'en VOST, parce que du coup j'imagine que Naban étant un petit éditeur indépendant qui n'a pas une trésorerie énorme, rappelons qu'il y a 2-3 mois, je ne sais plus, on a parlé sur ce stream du fait que Naban augmentait justement le prix de ses mangas pour pouvoir dégager un peu plus de trésorerie et travailler, pouvoir respirer un peu plus au niveau de leur travail. Donc c'est pas choquant, effectivement, qu'ils soient pas aptes, qu'ils soient pas capables de payer un doublage, d'autant plus que j'imagine, ça serait compliqué de refaire un doublage identique aux 10 premières OAV. Donc en plus de ça, ça poserait le problème de trouver des bonnes voix qui vont bien, etc. Il y a ceci dit donc apparemment une VF alternative pour l'OAV1, donc je sais pas d'où elle sort, mais très bien, voilà. Une bande-annonce japonaise, voilà. Et surtout, il y a des commentaires audio. Alors, pas partout, hein, il y en a 2, mais c'est toujours ça de prix. Bref, une initiative plutôt sympathique. Et voilà, et on va voir ce que ça donne. Et donc, du coup, est-ce que la précommande arrive quand ? Tac. Regarde un peu. Ah, voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est donc un système avec un lancement. Enfin, vous vous inscrivez à une newsletter pour être au courant du lancement de la précommande. Phénomène plutôt, pratique plutôt efficace, j'imagine. En tout cas, ça va leur permettre de produire une quantité de Blu-ray à peu près correspondant à peu près justement aux ventes de ce qu'ils font. Évidemment, ils vont se garder un stock pour en vendre un salon, j'imagine, à certains magasins ou quoi que ce soit, mais l'idée, évidemment, est d'éviter de produire 10 000 Blu-ray pour en vendre 200, et ça me paraît évidemment cohérent. Blackjack, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, Blackjack, c'est donc cette série d'OAV adaptée du manga de Osamu Tezuka, où on suit ce médecin radié de l'ordre des médecins, voilà, qui donc a l'air comme ça d'un médecin absolument vénal qui est prêt à traiter n'importe qui à partir du moment où il a où on le paye pour ça. Évidemment, la réalité est un peu plus complexe que ça. C'est un manga de Tezuka que je vous invite à découvrir, qui est incroyable, qui, si je ne dis pas de bêtises, est publié actuellement aux éditions Isan Manga. Voilà. Ça fait 2 streams que j'oublie de me préparer un verre d'eau avant de monter pour streamer. Je l'avoue, c'est pas très malin. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Tant qu'on est en train de... Non, on va continuer les annonces. Tant qu'on est dans les annonces, on va parler du cœur de Thomas, parce que le cœur de Thomas, j'en parlerai à chaque fois que j'aurai la possibilité de le faire. Voilà. Comme ça c'est dit. Le cœur de Thomas, ceux qui sont... C'est gentil Lohan, non, t'inquiète, je vais tenir, je serai courageux comme un héros de shonen. Le cœur de Thomas, qu'est-ce donc ? C'est donc un manga de Moto Hagio. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas de quoi parle le cœur de Thomas, j'ai fait une vidéo 1 minute pour un manga il y a longtemps maintenant, parce que je crois que j'ai fait ça avant ma pause, donc ça doit dater de 2021, que je vous invite à aller regarder. Le cœur de Thomas est, avec le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya, considéré
comme les œuvres fondatrices du genre boys love. Le cœur de Thomas suit l'histoire grosso modo, l'histoire d'adolescents dans un pensionnat de jeunes garçons. Voilà. Et où du coup les amours entre jeunes hommes vont se développer. Donc vous voyez que Akata a reçu le livre, voilà, puisqu'il sort dans 12 jours, et évidemment ils continuent leur teasing. Je vous invite évidemment à le lire. Alors que nous dit Akata? Pourquoi le cœur de Thomas est considéré comme un précurseur du boys love? Eh bien, publié en 1974, cette œuvre historique de Moto Hagio pose les bases des thématiques et esthétiques du genre bien avant sa formalisation. La mangaka y traite des émotions entre garçons avec délicatesse et rompt avec les codes centrés sur les relations hétérosexuelles. En introduisant une profondeur émotionnelle et une introspection rare pour l'époque, Moto Hagio propose une exploration psychologique novatrice. Le cœur de Thomas a inspiré toute une génération d'autrices qui ont ensuite façonné les mangas boys love modernes. En abordant ouvertement l'homoérotisme dans un cadre grand public, le manga a ouvert la voie aux représentations queer d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est un fait qui est documenté, hein, qui a été travaillé. Alors, sois bien d'accord, Moto Hagio n'est pas la seule à avoir écrit des histoires mettant en scène des garçons à cette époque-là. Elle n'a pas créé à elle toute seule ou avec Keiko Takemiya, elles n'ont pas créé à deux un genre tout entier, tout comme Osamu Tezuka n'a pas créé le manga moderne à lui tout seul. Mais ce sont les porte-étendards, les autrices les plus visibles et celles qui ont eu le plus d'influence. Parce qu'entre autres, leur manga a eu un succès commercial réel, parce que ce manga a été cité comme source d'inspiration par des autrices. Voilà, à chaque fois en fait qu'on dit tel auteur ou telle autrice a révolutionné le genre, a créé le genre, à ceci, bien sûr en fait il s'inscrit dans un mouvement plus global et il incorpore des outils narratifs ou artistiques qu'on peut retrouver chez d'autres auteurs ou d'autres autrices à la même époque. Mais souvent, ce qu'on entend par là, c'est que c'est vraiment la personne qui les a popularisés parce que, comme je le dis à nouveau, hein, c'est la personne qui ensuite, derrière, est citée en tant qu'inspiration par d'autres auteurices. Et ça, par contre, c'est un fait qui est indéniable. Et donc, Le cœur de Thomas, à ce titre, est un manga vraiment passionnant. En plus, c'est une belle histoire, c'est sensible, c'est très bien dessiné, c'est un tome unique. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer à sa sortie. Et si vous hésitez, je vous le dis, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui en parle. Alors, je vais vous mettre le lien après tout, comme ça, clac. Donc, à faire autant que je fasse mon auto-promo. Alors, Le cœur de Thomas. Cœur de Thomas, vidéo qui date même du 24 juillet 2020, pour vous dire. Donc voilà. Allez, non, ok, très bien, comme ça alors. Voilà, bim, c'est dans le chat. N'hésitez pas à aller la regarder, n'hésitez pas à la partager et la faire tourner. Vraiment, c'est un manga que je conseille. Et je rappelle, si besoin, que on peut lire des mangas avec des histoires d'amour entre garçons sans être une personne gay. Après tout, on peut lire des histoires qui concernent des nains et des elfes sans être un nain ou un elfe. Donc, on peut lire des histoires avec des personnes queer sans être queer. On peut lire des histoires avec dont le personnage principal est une personne de couleur sans être une personne de couleur. Donc, ne vous arrêtez pas au fait que j'ai dit que Le cœur de Thomas avait avait posé les bases du genre boys love en vous disant oui, mais moi je suis pas gay, le boys love ça m'intéresse pas. En fait, si vous aimez pas les histoires d'amour, vous aimez pas les histoires d'amour, ça c'est un autre débat. Mais si vous aimez les comédies romantiques ou si vous aimez les histoires tragiques, etc., penchez-vous sur Le cœur de Thomas, ça vous plaira et ça ne remettra pas en question votre identité de genre, ni votre orientation romantique. Voilà.
Quoique ceci est dit, je passe à la suite. Est-ce que... Non, je vais d'abord parler de cette annonce, que je connais pas d'ailleurs, mais que j'ai noté. Les éditions Kiun, qui donc nous font l'annonce d'une nouvelle licence, La fiancée du clan Kyogane, qui sortira le 4 juin. Donc là, on voit bien que même si c'est sûrement une série importante pour eux, c'est pas le même enjeu que comment ça s'appelle la série qui sort prochainement. Voilà, leur gros shonen du Shonen Jump, le type avec un œil qui brille, là, j'ai oublié, puisque ils n'en parlent que 6 mois en avance, là où effectivement pour leur nouveau gros shonen du manga du Jump qui sort là le mois prochain, ils ont commencé à en parler dès l'année dernière à l'occasion du Festival du Livre. Cette petite parenthèse de marketing étant faite, on a donc un manga donc apparemment qui déjà est un peu connu au Japon, semble-t-il. C'est un manga édité chez Square Enix, dont l'auteur Anju Hino, apparemment, s'annonce de lui-même comme étant un immense fan de Kenshin le Vagabond. Après, c'est Kenshin le Vagabond avec une fille chat ou un mec chat, hein. Voilà, mais bon. Donc, Exorcisme de génie et démon surpuissant, le power couple de l'année. Allez, on y va. Donc alors, qu'est-ce qu'on a comme pitch? Un coup de crayon, là, voilà. C'est vrai que c'est bien dessiné. C'est très bien dessiné, tout à fait. Donc, on va voir. 70 000 cas de commentaires sur le chapitre 1. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir plutôt un pitch? Les dessins sont très jolis, hein, ça, on peut le reconnaître. Attendez, hop. Non, ça... Ah, voilà, merci. Oui, on a un très beau dessin. Déjà 4 tomes de sortie au Japon. Hop, belle illustration, très bien. Mais est-ce qu'on a un pitch? On n'a pas de pitch. Bougez pas, hein. On va voir si je vous trouve ça. La fiancée du clan Kyogane, parce que... Kyogane, pardon. Que des images, c'est bien. Un pitch, quand même, c'est pas mal. Moi, je trouve. Alors... Kulo, chef du clan d'exorcisme Kyogane, s'est promis d'anéantir les démons du pays, responsable de la mort de ses parents. Ok, donc on est sur, oui, bah d'accord, un duo démon samouraï. En fait, on est sur, du coup, un Demon Slayer-like. Obsédé par la vengeance, il est loin de voir le mariage comme une priorité, mais il faut pourtant bien assurer la descendance de sa légendaire famille, connue pour avoir vaincu le terrible renard à 9 queues. Il finit par accepter de prendre pour épouse Fuyu, une des rares volontaires aux fiançailles. Cependant, lors des noces, Kulo découvre le secret de ses ancêtres. Ils n'ont jamais vaincu le renard à 9 queues et se sont contentés de sceller un pacte avec lui. En échange de la paix, chaque chef doit lui offrir sa femme en sacrifice. Inconcevable pour le jeune exorciste. Il abat le monstre, mais l'âme de ce dernier trouve refuge dans le corps de la mariée, désormais possédée par un redoutable ennemi. Peu importe, Kulo a juré fidélité à Fuyu pour le meilleur ou pour le pire. En route pour une lune de miel mouvementée. Voilà. Donc, effectivement, voilà, avec le clan, c'est beaucoup plus clair. L'auteur est peut-être un gros fan de Kenshin le Vagabond, mais ou lui ou son éditeur sont fans ou de Demon Slayer ou de ses chiffres de vente. Les deux sont très entendables, hein, c'est pas un souci, mais clairement, on est sur donc un power couple, comme ils disent, avec un samouraï qui veut absolument se venger, une jeune fille qui l'accompagne et à laquelle il tient beaucoup, donc là c'est pas sa sœur mais c'est sa fiancée, et qui est possédée par un démon, où donc on imagine très bien que suivant les moments, le démon va devoir lui prêter main forte et sera super badass et super balèze. On est donc clairement dans une configuration à la Demon Slayer, et du coup on comprend aussi pourquoi le manga peut trouver un public au Japon et risque de trouver un public en France. Bah oui, avec la fin de Demon Slayer, forcément les gens vont avoir faim de trouver un truc un peu identique à se mettre sous la dent. Donc après, c'est pas parce que ça s'inspire d'un truc qui existe déjà que c'est pas nécessairement bien, donc on verra bien ce que ça donne. Et alors pour info, l'auteur a déjà été édité en France avec Vatican Kiseki. Comment ça s'appelle? C'est vraiment ça le titre? Vatican Miracle Examiner, voilà, qui était sorti chez Komiku. Voilà.
Et il n'y a pas de continuité entre cette œuvre, enfin de continuité éditoriale, je veux dire, entre cette œuvre et l'autre, parce que effectivement, Vatican Miracle Examiner est sorti chez Media Factory. Donc du coup, c'est pas du tout le même éditeur au Japon. Et en l'occurrence, Kiyun a de très bonnes relations avec Square Enix, puisque c'est un des premiers éditeurs à avoir travaillé avec eux. Et c'est même l'éditeur qui a obtenu Dragon Quest, là où tout le monde le voulait depuis longtemps, et personne ne l'obtenait parce que, justement, Square Enix ne voulait pas éditer à l'étranger ces mangas de Dragon Quest pendant longtemps, pour tout un tas de raisons. Donc toujours est-il que la fiancée du clan Kyogane arrive donc au mois de juin, et que Kiyun commence d'ores et déjà son teasing dessus. Je ne sais pas si c'est un manga qui vous intéresse. Honnêtement, le dessin est vraiment chouette, hein, je dois bien le dire. Le pitch, moi, du coup, me laisse assez froid. Mais ça veut rien dire après. Hein. Je veux dire, si les personnages sont bien développés, c'est toujours pareil. Hein. C'est justement là le point fort du manga. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quelque part, c'est le point fort de tout, de n'importe quel... Enfin, je reformule. En soi, que ce soit dans le manga, la bande dessinée, la littérature, le cinéma, la télé, ce que vous voulez, un pitch, ça ne garantit rien. Parce que le pitch, pourvu qu'il soit bien écrit, on peut vous vendre à peu près n'importe quoi et le rendre intéressant sur un pitch. En 2 phrases, il y a moyen de susciter de l'intérêt, de se dire « Ah, ça a l'air pas mal ». Et à l'inverse, il suffit justement de manquer de cette capacité de résumer justement et de susciter l'intérêt en peu de phrases. Alors le titre, c'est « La fiancée du clan Kyogane ». Je vais te le mettre dans le chat, comme ça c'est plus simple aussi. Hop. La fiancée... Non, pas la finacée, la fiancée du clan Kyogane. Voilà. Voilà, si vous manque cet esprit de synthèse et cette capacité à justement susciter l'intérêt, vous pouvez aussi rendre le pitch hyper chiant, même pour un truc très bien. Je peux très bien vous dire que Dexter, c'est l'histoire d'un type monomaniaque qui a aucune émotion et du coup qui essaye de trouver son chemin dans la vie à partir d'un ensemble de règles que lui a inculqué son beau-père, et du coup il essaye de suivre les règles que son beau-père lui a inculquées, et que du coup il essaye de lutter contre ses démons intérieurs. Techniquement, c'est un pitch assez fidèle. Ah, mais je dis pas ça, justement. C'est un pitch qui est, somme toute, assez vrai. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je vous dis pas qui tue des gens. Mais effectivement, si je vous pitch Dexter comme ça a pas l'air très intéressant. À l'inverse, qu'est-ce qu'il y a comme, je sais pas, manga, comme série télé que je trouve vraiment nul comme truc. Si je vous dis que Plus belle la vie, c'est les intrigues et les malversations du milieu marseillais avec beaucoup de mystères et de non-dits, bon là je fais pas d'effort, en plus je sais pas du tout de quoi parle Plus belle la vie, donc je suis un peu bloqué et c'est pour ça que je reste générique, mais vous voyez, il y a moyen d'essayer de raconter le pitch de Plus belle la vie, pour essayer de voir, ou si je prends, tiens voilà, les Feux de l'amour, et que je vous dis que, en fait, dans les Feux de l'amour, en tout cas, il y a longtemps, parce que moi je ne suis pas les Feux de l'amour, je connais juste la courte période où j'ai regardé avec ma grand-mère il y a genre 30 ans, mais si je vous dis qu'en fait, on suit les aventures d'un jeune héritier qui a été déshérité parce que justement il y a eu une OPA hostile sur l'entreprise familiale, et que lui il va tout faire pour essayer de reprendre le contrôle et venger l'honneur bafoué de sa famille, ça a l'air tout de suite un peu plus intéressant que si je vous dis ouais c'est les relations troubles entre tel et tel personnage, etc. Un pitch, bon, mes exemples sont pas forcément les meilleurs là, j'avoue, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un pitch ne vous redit rien. Un bon pitcher peut vous vendre n'importe quoi, y compris les pires blues, et un mauvais pitcher peut réussir à vous dégoûter de n'importe quoi, y compris les plus grands chefs-d'œuvre.
Donc c'est vrai que comme ça, le scénar de base de la fiancée du clan Kyogane, ça me vend pas du rêve. Et à tout vous dire, c'est un peu différent du pitch quand même, le résumé. À partir du résumé, je vois globalement comment pourrait se dérouler l'intrigue. Je suis pas persuadé que l'intrigue m'intéresse beaucoup. Sauf que, et c'est là effectivement où on revient à la spécificité du manga, c'est que le manga, c'est pas juste une histoire justement. Le manga, ce sont des personnages à laquelle il arrive une histoire. Parce qu'en soi, moi dans Naruto, la guerre ninja et tout ça, en vrai, ça m'intéresserait beaucoup moins si j'étais pas intéressé au destin des personnages du village de Konoha. Si j'étais pas émotionnellement impliqué dans le destin de Naruto, dans le destin de Jiraiya, par exemple, même avant cette guerre, par le destin de Hinata ou de Neji. Vous voyez ce que je veux dire? La grande force du manga par rapport à d'autres formes de bande dessinée, c'est que ce qui est important dedans, ce sont les personnages et c'est le développement des personnages. Parce qu'au final, dans Dragon Ball, oui d'accord, Freezer, Freezer il risque de détruire l'univers et c'est chaud. Oui d'accord, Cell, il est parti pour tuer les gens dans le monde parce qu'il adore voir le visage des gens qui souffrent. Et il faut l'arrêter. Mais ce qui rend tout ça intéressant, c'est justement le développement de la personnalité aussi bien de Freezer que de Cell et le développement des personnages en face. Même si Goku, vous pouvez me dire oui mais Goku il est un peu stéréotypé etc. Il est pas tant que ça stéréotypé, il est stéréotypé parce que justement il a inspiré plein d'autres gens avant, mais Goku en fait il a posé des bases intéressantes et le fait est que moi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi si je suis attaché à Dragon Ball c'est d'abord parce que je suis attaché à Goku, d'autres sont attachés plutôt à Vegeta ou ce que vous voulez, mais à nouveau si vous remplacez Goku par quelqu'un d'autre, tout de suite ça m'intéresse pas. La preuve c'est que dans le développement ensuite du manga, et quand on a essayé de remplacer Goku par un autre personnage, ça n'a jamais pris. Parce que justement, le truc, c'est que ce qui est intéressant dans Dragon Ball, c'est pas juste les antagonistes et les embûches, c'est vraiment le personnage qui les vit. Et si le personnage ne suscite pas l'intérêt, ça marche pas. Tout ça pour vous dire que la fiancée du clan Kyogane, le pitch, comme ça, et l'histoire ne m'apparaissent pas hyper intéressants, mais d'une part, c'est très bien dessiné, et d'autre part, du coup, si les personnages sont bien développés, eh bien, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut vraiment être cool, donc j'avoue que j'attends de voir. Après, le fait que Anju Hino soit un immense fan de Kenshin le Vagabond, je vois pas vraiment ce que ça apporte, à part pour pouvoir faire du name dropping d'un manga qui est encore populaire en France. Mais écoutez, on verra bien. Continuons. Alors, avant de vous parler de l'initiative Girl Scout et des festivals interconnectés qui se déroulent à travers la France la semaine prochaine, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous parler d'un autre festival manga, pour le coup, et pas juste BD, mais qui m'a interpellé, à savoir le Salon du manga à Épinay-sur-Seine. Alors là, clairement, évidemment, on s'adresse aux Parisiens et aux Franciliens. Vous n'allez pas faire le déplacement jusqu'à Épinay-sur-Seine juste pour ça, mais sachez que depuis donc 6 ans, il y a un rendez-vous à Épinay-sur-Seine. Donc, c'est quoi, dans le 95, je crois, je me souviens plus, je sais plus, c'est 95 ou 93 à cet endroit-là, je crois que c'est à la limite entre les deux. Mais en tout cas, Épinay-sur-Seine, voilà, qui est vraiment en banlieue parisienne. Il y a donc un salon manga. Alors en 2020, ils avaient Kia Asamiya comme invité, et ça j'avoue que c'est la classe. Kia Asamiya qui est un mangaka entre autres à l'origine de Dark Angel, de Silent Mobius, du Batman manga. Donc voilà. Mais depuis, je crois pas qu'ils aient eu de grands noms, puisque depuis, ils citent, vous voyez, plutôt en 2022, ils ont plutôt des mangakas français. Après 2022, c'est juste après le Covid, donc on peut comprendre. Mais voilà, en 2024, ils ont Brigitte Lecordier, donc c'est très chouette à nouveau, mais c'est pas la même chose, c'est évidemment beaucoup plus simple, entre guillemets, de se choper
un ou une invitée prestigieuse en France, au Japon, parce que c'est pas les mêmes tarifs et ou les mêmes conditions, parce que pour faire venir quelqu'un du Japon, déjà il faut le convaincre que votre événement vaut le coup de traverser la moitié de la Terre pour ça, puis ensuite du coup il va a priori pas venir à ses frais, donc soit vous avez le budget pour déplacer un mangaka, je parle même pas des contraintes d'organisation et du fait qu'il accepte ou pas, mais juste en fait, il faut le faire venir et ça coûte de l'argent. Ou alors, ça veut dire que vous capitalisez sur le fait que, comme par hasard, il est en France au moment de votre salon. Ce qui est encore un autre enjeu qui est beaucoup plus complexe. Donc, en tout cas, voilà, pour la 4e édition, qui se tient donc en 2026, sachez que le salon commence d'ores et déjà sa communication et c'est plutôt marrant. Alors, vous voyez, les différentes publications qu'ils ont sur leur Insta, on voit bien que c'est un manga un salon qui s'adresse au grand public. C'est pas un salon de spécialistes, même si s'ils invitent des mangakas, j'imagine qu'évidemment ils essayent aussi de choper les fans hardcore, mais quand on fait des publications pour expliquer la différence entre manga versus animé ou qu'est-ce que c'est qu'un manga, voilà, on voit bien qu'ils s'adressent aussi au grand public. Alors peut-être qu'ils s'adressent aux parents qui viennent accompagner les enfants qui viennent chez eux, j'en sais rien. Mais voilà, je trouve en tout cas l'initiative assez intéressante, d'autant qu'à côté de ça, ils ont une publication, une programmation cinéma qui est assez chouette, puisque, vous voyez, ils diffusaient, attendez, on est combien ? Oui, voilà. Ils ont diffusé la semaine dernière le film de Paprika, de Metropolis, et ils vont diffuser le mois prochain Le Garçon et le Héron. Donc ça, franchement, c'est plutôt chouette. J'espère qu'il y aura d'autres films qui vont revenir, mais en tout cas, ils ont l'air d'être assez actifs. Et donc tout ça, ça se tient le 21 février, donc pile dans un mois, à Épinay-sur-Seine. S'il y a d'autres informations qui filtrent, c'est pas impossible que j'en reparle à nouveau. Et pour rester dans l'univers des salons, on va donc parler un peu de la fête interconnectée de la bande dessinée, qui est donc groupement, on va dire, de festivals, en tout cas d'animation, qui s'organisent à travers la France. Vous voyez, bim, attendez, bougez pas. Non, je pensais pas que c'était cette image qui allait sortir. Voilà, qui s'organisent à travers la France pour pouvoir monter des expos, un salon de micro-édition, un carnaval, des trucs comme ça. Et donc, il y a donc un site, le site GirlXCut. Donc, je le rappelle, GirlCut, oui, on sait que Boycott, c'est pas monté sur Boy, mais c'est monté sur le nom Monsieur Boycott qui a été boycotté. Mais à nouveau, c'est un jeu de mots, l'humour existe. Et en plus, c'est pas un jeu de mots qui a été inventé l'année dernière ou cette année, c'est un jeu de mots qui remonte à longtemps. Donc voilà, ceci étant dit, il y a donc énormément d'initiatives qui se sont organisées à travers la France dans tout un tas de villes, puisque vous voyez, il y a des choses qui se passent à Paris dans le 93, il y a des choses qui se passent à Tournon-sur-Rhône, à Montpellier, à Bruxelles, à Nantes, à Lyon. Donc autour de vous, il y a nécessairement pas exactement, mais probablement, il y a probablement une manifestation qui se tient, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, est-ce qu'on a une carte ou quelque chose ? Vous voyez, les fêtes interconnectées de la BD, on a quelque chose à Angoulême, à Avignon, à Barcelone quand même, à Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, Mons, Montpellier, Nantes, Paris 93, Toulouse et Tournon-sur-Rhône. On va regarder déjà ce qui se passe sur Paris 93. Donc à la librairie, dans une bibliothèque à Montreuil, il y aura quelque chose mercredi 28. Le jeudi 29, on a quelque chose dans une librairie du 18e. On a ensuite quelque chose dans une librairie dans le 11e. On a même pas mal de choses d'ailleurs, puisque vous voyez, on a une première rencontre de 14h30 à 16h30, une autre de 16h45 à 18h45, puis une troisième rencontre de 18h30 à 20h. Et il y aura ensuite des événements qui se tiennent au Ground Control, donc ça c'est près de Gare de Lyon. Voilà, toute la journée du 1er février, avec justement identifier, dénoncer et lutter contre le VHMSS, voilà, un guide de survie en territoire sexiste. Donc là, on est clairement sur des... alors attendez, on regarde un peu, communication et positionnement féministe, comment faire un festival éthique et engagé. Là, on est, pour le coup, sur des tables rondes et des conférences qui sont orientées autour justement des questionnements politiques
qui agite le monde de la BD en ce moment, mais c'est, moi je trouve justement hyper intéressant de voir un peu ce que ça va donner et de se poser la question de comment réviser un peu le milieu de la bande dessinée pour que les autoristes soient payés correctement, pour que les festivals soient des endroits qui soient sécurisés aussi bien pour les visiteuses que pour les gens qui y travaillent. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe à Paris, mais on a plein d'autres choses. Si on va voir justement à Barcelone, très curieux de voir ce qui se passe à Barcelone. Anthropologie en vignette, pouvoir, mais le pouvoir, mémoire et bande dessinée. Ok, très bien. Donc là, pour le coup, on va parler d'autres choses. Anthropologie en case, pouvoir, mémoire et bande dessinée. C'était pas si mal comme traduction pour quelqu'un qui parle pas espagnol. On a aussi des projections de courts-métrages d'animation underground. Ok. Et un stand de fanzine. Des stands de fanzine. Donc vous voyez, on a vraiment plein de choses qui s'organisent. Et pour le coup, le fait que ces fêtes interconnectées justement le soient vraiment et pas juste dans le titre, et décide de centraliser toutes les initiatives pour pouvoir faire en sorte que tout le monde sache, enfin que chacun sache un peu ce qu'il y a un peu partout, c'est une initiative que je trouve intéressante. Alors après, évidemment, c'est une première initiative construite un peu dans l'urgence de l'annulation du festival d'Angoulême. Évidemment, c'est perfectible. Par exemple, on pourra sans que ça paraisse malhonnête et agressif, on peut bien effectivement admettre que du coup la communication pour l'instant n'a pas une portée incroyable. Et salut à toi Roud. Donc là on est en train de parler des fêtes interconnectées de la bande dessinée, qui sont les différents événements qui ont émergé à la suite de l'annulation du festival d'Angoulême de cette année, suite justement aux différentes affaires qu'il y a pu y avoir, que ce soit l'agression de le grand off d'Angoulême, exactement. Donc que ce soit l'agression de cette collaboratrice, ou que ce soit les différentes magouilles autour justement des reconductions de mandats, etc. De manière plus globale, tous les dysfonctionnements qu'il y avait dans le festival d'Angoulême. Donc cette année, il n'y a pas de festival d'Angoulême, mais il y a donc des espèces de fêtes interconnectées qui se tiennent sur les mêmes dates, donc du 26 janvier au 1er février, un peu partout en France et au-delà, puisqu'à nouveau on a aussi Barcelone et Bruxelles. Et donc oui, probablement que ce sont des initiatives locales qui vont avoir une fréquentation assez raisonnable, pour dire ça de manière positive, parce que leur portée en termes de communication est probablement encore limitée pour l'instant, parce que ce sont à nouveau, je le disais, des événements qui se sont créés au dernier moment, et que donc du coup, ils n'ont pas forcément ni eu le temps, ni peut-être les moyens ou les compétences pour pouvoir communiquer correctement autour. Néanmoins, dans les conditions dans lesquelles ça a été organisé, moi je trouve ça franchement pas mal, et ça tient aussi du coup ça tient de nous, en fait, de notre participation, à aussi amplifier cette communication, puisque là, on est dans une démarche beaucoup plus autogérée. Ça veut dire aussi que ce genre d'événement nous demande à nous, visiteuses et ou personnes possédant une voix, et on a tous une voix, je veux dire, c'est là, il se trouve que moi je parle devant vous, mais bon, vous n'êtes pas non plus 4000, je suis pas Clément Viktorovitch, mais on a tous et toutes une voix, qu'elle se manifeste en ligne par un stream, par un compte Twitter ou Instagram, ou tout simplement parce qu'on parle avec ses collègues à la machine à café, ou avec ses camarades en cours. On a tous une voix et on choisit de l'utiliser en fait. On choisit en fait les informations qu'on partage. On choisit de dire j'ai regardé telle série télé, tel animé, j'ai lu tel manga, plutôt que de parler de tel autre sujet, etc. Et donc du coup, dans un fonctionnement comme les fêtes interconnectées de la bande dessinée, eh bien ça tient aussi à nous, les visiteuses et le public, de communiquer dessus pour dire tiens, il y a telle chose qui s'organise à tel endroit. Il tient à nous aussi de nous déplacer potentiellement pour un événement qui n'affiche peut-être pas de grandes têtes d'affiche, sachant que
en vrai, même quand on se déplace dans un salon parce qu'on sait que telle grosse star est venue, bah on la rencontre pas forcément. Donc en fait, c'est pas vraiment ça qui nous fait nous déplacer. Donc tout ça pour dire que je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante, qu'il faut en parler, qu'il faut la soutenir, qu'il faut, si on peut, y aller. Donc voilà, les fêtes interconnectées de la bande dessinée, je trouve ça très chouette. Emparons-nous du sujet, parlons-en, intéressons-nous-y, et on verra bien ce que ça va donner, on verra si l'événement perdure, tout simplement. J'allais dire perdure dans la durée, mais ça serait un pléonasme. Donc on va voir si l'événement perdure. Je trouve en tout cas que c'est une initiative extrêmement intéressante, qui a le mérite d'exister, de poser des questions qui sont réelles, et on verra effectivement la réception du public et des professionnels autour de ça. Voilà. Et puisqu'on parle d'événements, de conférences, de tables rondes et de dédicaces, eh bien sachez que justement sur les mêmes dates que le festival d'Angoulême, hop, je rallume le truc, on a donc Bomhat, le mangaka de Kingdom of Quartz qui débarque en France du 31 janvier au 4 février. Pardon, hop là. Très beau dessin hein, quand même. Donc Bomhat qui est un manga édité au Japon chez Kodansha. Et donc c'est à l'occasion de la sortie du premier tome que Pika met les petits plats dans les grands, comme on dit, en invitant la mangaka pour des dédicaces et apparemment d'autres surprises à venir apparemment. Donc on verra bien ce que c'est, hein, des surprises. Mais donc voilà. Pour l'instant, les librairies annoncées, on a donc 1000 pages BD à Vincennes, qui est une grosse librairie BD manga. Le Renard Doré, évidemment, à Paris. Encore à Paris, on aura donc ici librairie. Toujours à Paris, la librairie Momi Manga. Et enfin, Bulle en tête. Donc ça fait quand même 5 dédicaces, c'est pas mal. Notons que ce sont que des librairies indépendantes, on n'a pas de Fnac, on n'a pas de... il n'y a pas de Cultura sur Paris a priori, mais voilà, on n'a pas de gros groupes comme ça, on est plutôt sur des librairies indépendantes. Et donc, un ex-libris exclusif, vous le voyez ici, un ex-libris exclusif a été créé à l'occasion. Donc l'ex-libris, dessus, j'imagine que l'autrice fera une signature, le nom de la personne et peut-être un petit gribouillis, une tête de perso rapide ou un truc comme ça. Les dédicaces se font en inscription auprès des libraires participants, évidemment. Ça sert à rien de contacter Pika, il faut contacter les librairies directement. On peut imaginer que l'invitation avait déjà été lancée avant l'annulation du festival d'Angoulême, parce que souvent les invitations d'auteurs se lancent 9 à 12 mois en amont de l'événement, parce qu'il faut monter le dossier, convaincre l'éditeur, voire convaincre les gens. Ensuite, du coup, une fois que l'éditeur est convaincu que le dossier est suffisamment solide, il le présente au responsable éditorial de l'auteur ou de l'auteurice, donc du coup pour que lui le propose à l'auteur ou l'autrice, et donc on a toute cette chaîne qui fait une allée déjà pour dire ok ça y est on a présenté la demande, ensuite en général il y a des questions qui remontent, etc. Et donc pour que la décision soit prise suffisamment tôt, que l'accord puisse être donné suffisamment tôt pour qu'on puisse faire les réservations d'hôtel, de billets d'avion, de ceci, de cela, en général c'est 9 à 12 mois avant, dans le meilleur des cas 6 mois, bref, c'est pas déconnant d'imaginer que, surtout quand on voit les dates, que l'invitation avait été lancée pour Angoulême, et donc du coup, eh bien, l'autrice sera en France, et ça c'est plutôt cool. Je suis d'accord, le style de dessin est assez chouette, hein. Franchement, voilà, hop, on peut regarder encore le dessin, franchement très très chouette. Ça fait très shoujo pour le coup, je sais pas du tout, enfin très magazine de shoujo. Je connais pas du tout le manga. Je vais regarder pour voir. Kingdom of Quartz. Alors, Kingdom of Quartz manga. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est très très beau hein, quand même. Hein. Alors bim, voilà les petites images pour voir. On a quand même globalement des belles illustrations de jaquettes, et même si on regarde l'intérieur est très joli.
Et bah écoutez, je vais jeter un coup d'œil parce que c'est quand même assez cool. Donc voilà. Sachez que oui, alors effectivement, désolé Roud que tu sois dans le sud, mais oui, puis effectivement, compliqué de monter à Paris juste pour ça. En tout cas, au final, on a quand même une mangaka qui vient en France. Entre ça et donc Kana qui vient de faire venir cette semaine, c'était avant-hier et hier, l'auteur de Darwin's Incident. Ce début d'année est quand même pas dégueu. C'est de toute beauté, exactement. Ouais, je suis très d'accord, c'est de toute beauté. On a là ça, ça c'est très très beau quand même. Non, c'est très 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 beau. Ne bougez pas. Hop là. C'est quand même pas mal. Bon là, ça moire évidemment parce que l'image est en basse définition, etc. Donc il faut imaginer qu'on n'a pas cet effet de quadrillage dégueu, mais quand même, c'est très très joli. On a d'autres. Celle-là, on l'avait vue, mais ouais. On est sur des très belles... Là, pareil, hein, à nouveau, ne vous focalisez pas sur l'effet de quadrillage qui est vraiment dû au passage en numérique. Le bouquin ne sera pas imprimé comme ça, évidemment. Ah oui, il y a O'Grade, c'est vrai, en dédicace, tout à fait. Oui, et clairement, il devait sûrement venir pour Angoulême, absolument. Donc c'est plutôt marrant de voir comment les éditeurs recyclent ce problème, en fait. Voilà, ils arrivent à, j'ai envie de dire, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc voilà. Alors, bougez pas, je prends mon chemin de fer. Donc ça, on en a parlé, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé, on en a parlé. En vrai, on a fait le tour des plus grosses news dont je voulais parler. Néanmoins, il y a quand même d'autres choses sur lesquelles on peut quand même se poser. Ah, attendez, alors voilà, clac. Pas ça. Hop. Parce que figurez-vous qu'on a... en petit, ça va suffire. On a le top 12 des mangas, enfin des animés, pardon, je sais pas pourquoi je dis des mangas, des animés diffusés sur Netflix qui sont classés par nombre de vues, voilà, et on a ça pour le premier semestre 2025 et également pour le second semestre 2025. Alors évidemment, là c'est monde, hein, c'est pas France. Donc on a Naruto, justement, vous voyez, donc comme quoi, hein, Naruto est encore vivace, enfin je dis que c'est que... attendez, je vais vérifier. Je dis c'est monde et c'est pas France, mais je dis ça comme ça, mais ça vaut le coup quand même de vérifier. Je crois... Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors... Je crois bien, oui, effectivement. Je crois bien que ce sont des chiffres mondes, effectivement. Je veux dire, sinon, ça serait précisé, et même d'ailleurs, les chiffres me paraissent trop gros pour que ce soit des chiffres juste France. Donc, on a Naruto avec 45 millions de visionnages, qui fait quand même quasiment 2 fois mieux que de One Piece, hein, c'est quand même pas rien. Et ensuite, vous voyez qu'en fait, Naruto surnage largement. Castlevania est dans le top, ça fait plaisir. Ouais, je comprends. Tout comme ça fait plaisir qu'il y ait en fait les carnets de l'apothicaire, parce que sinon on a quand même beaucoup de testostérone là-dedans. Vous voyez, j'avoue que Machel en 11e, enfin en 12e place, moi je suis un peu choqué. Voilà. Les 3/4 de la France ont vu Naruto. Là. Oui, alors attention, à nouveau, c'est des chiffres mondes. Mais oui. Et c'est là où, du coup, effectivement, on voit à nouveau l'omniprésence du genre, justement, du manga d'aventure dans les visionnages, hein, puisque on a en fait un seul truc qui est pas du manga, enfin, 2 si on compte Castlevania, parce que Castlevania... Et, ah non, et Devil May Cry, pardon, j'avais mal lu, j'avais lu Devilman au début, je croyais que c'était Devilman Crybaby. Donc ok, sur le top 12, on en a 3 qui ne sont pas des shonen d'action. Voilà, on a les carnets de l'apothicaire, Castlevania et Devil May Cry, sauf que bon, Castlevania et Devil May Cry, ok, c'est pas des mangas d'action-aventure parce que c'est des jeux vidéo, mais c'est des jeux vidéo d'action-aventure quand même. Donc bon, oui, Pokémon c'est pas un manga, c'est un jeu vidéo, mais bon, il y a des mangas d'action-aventure, donc pareil.
Donc somme toute, voilà, et j'avoue que je suis choqué quand même par la présence de Mashle, parce que à nouveau je comprends pas l'intérêt pour Mashle pour le coup. Parce que là, justement, je reviens dessus, justement quand je vous disais tout à l'heure que Mashle, des fois, un pitch foireux, bah c'est compensé parce qu'en fait les personnages sont super, sauf que là vraiment je trouve que dans Mashle il y a rien qui va en fait. Je trouve que le pitch est inintéressant au possible, que les personnages sont creux, que l'histoire est déjà vue 500 fois et qu'en plus le dessin est bancal. Donc vraiment moi Mashle, je ne comprends pas. Même si je sais bien que les jeunes visionneurs et les jeunes lectrices ont pas lu autant d'œuvres que moi et ont donc pas forcément le même regard critique, il y a quand même plein de trucs qui sont vachement mieux que Mashle qui sont disponibles. Mais bon. Le générique a fait venir plein de gens, ouais, peut-être. Alors justement, on voit que sur la seconde moitié de l'année, ça change pas mal puisque Demon Slayer passe en seconde position. Faudrait vérifier si ça correspond pas avec l'arrivée d'une nouvelle saison. En fait, voilà. Et donc voilà, on a l'arrivée de Dandadan, par contre, effectivement, de Valkyrie Apocalypse. Qu'est-ce que c'est que ça? My Melody Kuromi, j'avoue, ça, c'était pas dans mon bingo non plus 2026. Mais vous voyez, tout ça, ça reste cohérent. Alors, en vrai, c'est vrai que ce serait intéressant de mettre ces chiffres de visionnage en corrélation avec en fait des événements éditoriaux au niveau de Netflix, que ce soit les arrivées des séries tout simplement, les arrivées des nouveaux arcs ou pas, et justement ça serait intéressant de voir si les chiffres de Naruto sont corrélés avec des arrivées de nouvelles saisons ou si pas du tout, en fait tout est diffusé et que vraiment ça cartonne hyper bien. Est-ce que Demon Slayer, moi je pense, mais je peux me tromper que c'est justement ça correspond avec l'arrivée d'un nouvel arc, enfin voilà. Est-ce que on a un véritable effet de public qui revient parce qu'il y a de la nouveauté, ou est-ce qu'on est vraiment juste sur du fond? Ça serait intéressant de le savoir. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir, comme je le disais, le fait, enfin la prédominance du genre action-aventure, puisque vraiment, enfin, on a rien. Il y a aussi d'autres choses qui existent, qui sont disponibles sur Netflix. On a de la romance, il y a de l'horreur, il y a plein de trucs comme ça. On les voit pas du tout dans les tops. Donc voilà. Hop. On continue. Alors du coup, évidemment, je vous disais que le festival d'Angoulême, donc on en a parlé longuement, il a été annulé, et que en attendant, il y a les festivals les fêtes interconnectées de la BD. Du coup, en parallèle de cela, on a enfin un appel à projet en bonne et due forme qui s'est lancé pour justement l'organisation d'un festival de bande dessinée à Angoulême, qui donc du coup devra répondre à tout un tas de critères pour justement que ce soit un festival bien organisé, représentatif du milieu de la BD, respectueux de règles d'éthique et de tout un tas de choses. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais évidemment, le festival de bande dessinée qu'il y aura à Angoulême va changer de forme et de nom et de marque, puisque a priori, que ce soit le Fauve, le nom festival international de la bande dessinée d'Angoulême et d'autres choses comme ça, tout ceci, le logo, tout ça, ce sont des choses qui sont des marques déposées par 9e Art Plus, la société organisatrice du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Donc forcément, le nouveau festival reprendra des marques avec des nouveaux noms, des nouveaux logos, des nouveaux prix, en tout cas, tout un tas de choses. Enfin voilà, on va repartir à zéro. Et donc on va continuer de suivre ça avec attention dans ce stream, et au fur et à mesure où il y aura des informations, évidemment, on en reparlera. Alors. Je fais comme d'habitude mon dernier tour sur les réseaux pour voir s'il y a des nouvelles actus qui sont tombées dans les 2 heures quasiment qu'on vient de passer ensemble, pendant l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble.
Mais surtout, profitez-en si vous avez des questions à me poser, que ce soit des questions d'édition de manière globale ou des questions plus spécifiques effectivement au fonctionnement des maisons d'édition et du manga. Comme toujours, vous le savez, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions et où si je peux, j'y réponds. Puisque c'est toujours un peu ça qui m'intéresse, c'est d'en profiter pour vous raconter des trucs. Comme je le disais tout à l'heure, à la fin de la semaine, on aura donc un épisode d'1 minute pour le manga qui sera consacré à Petit Requin. Vraiment, si vous êtes passé à côté, je vous invite très très fortement à vous pencher dessus. Une petite série sans prétention, mais qui est vraiment chouette, le dessin est cool, et vraiment, vraiment en fait, c'est une lecture très agréable, et c'est chez Le Renard Doré. Alors, tout ça, on s'en fiche un peu. Hop, hop, hop. Voilà, on voit que c'est le début d'année. Hein. Globalement, l'actu est assez calme et c'est pour ça que là, ça fait 2 streams de suite que on n'est pas dans le rush et où, effectivement, potentiellement, on finit un peu plus tôt par rapport à une fin d'année qui était riche en rebondissements, entre autres parce qu'il y avait justement tous les questionnements autour de la tenue ou non du festival d'Angoulême, tous les questionnements autour de l'utilisation de l'IA aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle générative sur ce stream. Et c'est vrai que ça nous a amené à d'intenses discussions où on a pu se retrouver à finir le stream sur les coups de 12h30 plutôt que midi. Là, on est sur un début d'année encore assez calme, donc forcément... Est-ce qu'il y a une date de sortie sur l'animé de l'atelier des sorciers? Alors là, je t'avoue que ça, pour le coup, c'est une info que j'ai pas, mais je vais regarder si on trouve des trucs sur Internet. Hein. Écoute, il arrive sur Crunchyroll en avril. Voilà. Ouais, c'est ça, effectivement. Il devait sortir l'année dernière et il a été repoussé pour avril. Est-ce qu'on a une date un peu plus précise? A priori, on n'a pas de date plus précise, mais voilà, avril, c'est dans pas longtemps maintenant. Voilà. Pour rappel, sur Crunchyroll, il y aura aussi Kaya-chan Isn't Scary qui débute là ce mois-ci. N'hésitez pas à acheter un coup d'œil si vous avez un accès Crunchyroll, c'est vraiment une série très chouette. Alors, bim. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos ici? Non, ça y est! Oh là 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 là, une dinguerie. Ah bah, j'ai bien fait de regarder jusque... Oh là là, ils s'en sortent bien chez Vega. Oh là là. Une dinguerie, comment je suis content pour eux et un peu dégoûté que tout ceci arrive maintenant que j'y suis plus. Alors, bougez pas. On a un petit trailer qu'on va se mater. Attendez, j'ai perdu mon curseur. Du coup, mes choux, voilà, ici. Voilà. Que je me mette en plein écran. Hop. Bim. Un nouvel animé qui arrive et sur lequel il faut vous pencher. The World is Dancing, qui sort en 2026, à l'été, qui sort cet été 2026, voilà. Un animé, du coup, si ça sort à l'été, j'imagine que ça doit être un film, très probablement. Dans la mesure où, en plus, le manga est court, le manga fait 6 tomes. Vraiment, je vous invite à vous pencher dessus. J'espère que ça va sortir chez nous. Mais le manga est super. Manga qui est sorti chez, je vous le disais, donc manga qui est sorti chez Vega, où on va suivre l'histoire de Zeami, qui est grosso modo, la personne qui va
formalisé l'art du théâtre No. Voilà. En fait, il commence sa vie comme étant danseur dans une troupe de... Alors, j'ai oublié le nom maintenant, du coup, mais l'art qui existait avant le No. Et il va formaliser tout ça et créer les règles et, je crois, les 2/3 ou les 3/4, je ne sais plus, des pièces de No qui sont encore jouées à l'heure actuelle. Pour vous dire, vraiment, le gars, enfin, c'est plus que le Shakespeare ou le Molière japonais, quoi, à ce niveau-là. C'est le mec, c'est la ref absolue. Il a posé les bases de l'art, apparemment, et en plus, il a développé la plupart des œuvres encore jouées aujourd'hui. Donc, et donc, c'est un manga qu'on a édité chez Vega. Et honnêtement, bah, c'est un des meilleurs mangas publiés chez Vega avec Manchuria Opium Squad. Et j'espère qu'il y aura aussi un animé Manchuria Opium Squad, même si le thème est plus dur, et du coup je pense que c'est ça aussi qui les bloque un peu. Mais voilà, je vous invite à vous pencher dessus. The World is Dancing, c'est vraiment, mais vraiment, un très très beau manga. L'auteur a été assistant de Takehiko Inoue sur Vagabond. Ça se sent dans sa capacité justement à capter le mouvement avec sa plume. Et donc vraiment, penchez-vous dessus sans hésiter. Je pense que vous ne le regretterez pas. Et du coup, pour fêter l'arrivée d'un animé The World is Dancing, et clairement, je vais faire, je ne sais pas encore quand, mais je vais faire une minute pour un manga qui lui sera consacré, tout comme j'avais prévu d'en faire un sur Manchuria Opium Squad, en hommage effectivement au mangaka qui vient de tragiquement perdre la vie. Mais voilà, et écoutez, en fait, sur cette très bonne nouvelle qu'est l'arrivée de l'animé The World is Dancing, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais pas pouvoir faire mieux. Je suis vraiment extrêmement content, je vous l'avoue. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, bougez pas, je regarde un truc. Paf, je vais juste regarder si par hasard il y a un petit stream, un petit raid à faire ou pas. Alors attendez, parce que je sais plus écrire Twitch. Voilà, c'est mieux. Et écoutez, je pense qu'on peut se faire un raid chez le fils de pub. Donc je vous remercie d'avoir été présent pendant l'émission. Je vous donne rendez-vous évidemment mercredi prochain à 9h30 pour le prochain stream, évidemment. Je vous donne rendez-vous vendredi sur YouTube et sur les réseaux pour voir le nouvel épisode de Minute pour un manga qui sera consacré, comme je vous le disais, à Petit Requin. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, en particulier sur Blue Sky, surtout Blue Sky, c'est le réseau où je suis le plus présent probablement. Sinon, c'est Instagram. Si vous êtes sur Twitter, par pitié, quittez ce réseau de la honte et venez sur Blue Sky, on y est super bien. Et plus on sera nombreux, plus le réseau sera cool. Et honnêtement, il y a déjà pas mal de monde. Il y a plein d'éditeurs qui sont là. Glénat a quitté Twitter il y a maintenant plusieurs mois, pour pas dire un an. Et c'est cool. Donc venez, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas évidemment à partager mes contenus aussi. On reste ensemble le temps du raid. Après, restez si vous avez envie de découvrir la chaîne Le Fils de Pub, parce que vraiment c'est hyper intéressant. Il fait de l'éducation aux médias, en fait, quelque part de l'analyse. C'est très chouette. Et en plus, il est super sympa. Mais donc, évidemment, en arrivant, on dit bonjour, on est poli, on essuie ses pieds avant de rentrer chez lui. Je vous donne rendez-vous, je vous disais, la semaine prochaine à 9h30. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous souhaite d'ici là de passer une très bonne semaine. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, comme je le dis toujours, lisez plein de mangas. Et voilà, bye bye. Hop, ça va partir dans un instant. 3, 2, 1.